Bonjour. Et- Bonjour à tous. Ok, bon, je suis votre chargé de TDA, Théorie des relations internationales. Nous aurons en tout 3 séances. La première aujourd'hui, la seconde demain et la dernière vendredi. Des séances qui dureront pour 2 heures chacune. Je pense que chacun d'entre vous a eu à faire son cours de théorie des RI avec le docteur Tassi. Quelques personnes ont eu à le faire. Bon, est-ce que tout le monde est quand même entré en possession de son cours? Oui. Ça veut dire que ça ira beaucoup plus vite puisque vous avez tous le cours. Déjà, votre cours est subdivisé en 3 chapitres. Le premier porte sur l'État comme acteur central des relations internationales. Le second sur les autres acteurs des relations internationales. Et enfin, le dernier porte sur les facteurs. Au moins, ça, tout le monde est au courant. En réalité, je ne viens pas refaire le cours. Je ne viens pas refaire le cours. On essaye de faire un condensé pour chacun d'entre vous pour que vous puissiez au moins comprendre de quoi on parle en théorie des relations internationales. Également, j'ose croire que tout le monde maîtrise déjà la méthodologie. Elle est chimiste, elle est biologiste. Donc, ça vient un peu de partout. C'est-à-dire des scientifiques, des théoriciens, des géographes, des sociologues. Effectivement. Bon, je souhaiterais que, s'il vous plaît, moins de bruit. Je souhaiterais que l'un ou l'une d'entre vous nous donne au moins les parties d'une dissertation. Qui peut prendre la parole? Qui peut prendre la parole? Tu peux parler de la structuration d'une dissertation juridique qui peut comporter au moins 7 parties. 6 parties. Si c'est 7 parties. Non, veuillez me donner. Je peux? Déjà, une dissertation, elle a 3 parties. Introduction, corps du devoir et puis conclusion. Donc, je pense que vous êtes tous déjà en Master 1, Master 2, je crois. Master 1. Donc, ce ne seront pas forcément des sujets questions. Ce seront des dissertations. Parce qu'on estime que vous avez déjà quand même la latitude de pouvoir produire quelque chose de conséquent. Effectivement. Donc, déjà, introduction, corps du devoir et conclusion. Au niveau de l'introduction, qui peut nous donner les parties qu'on retrouve à l'intérieur? Il n'y a personne? Délégué. C'est bon. D'accord, ok. C'est bon. Patientez, le monsieur derrière la parole.
Merci, madame. Ah, s'il vous plaît, monsieur. Nous pouvons dire que dans les commissions, Nicolas. Je vais aussi un peu la voix. Oui, c'est possible. Je dirais que dans les conditions, nous avons Il y a un problème. Dans l'introduction, nous avons la première étape qui consiste à chercher une idée on peut dire une idée lointaine, d'approchement. Vous voulez parler ici de la menée du sujet. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas juriste. Voilà. Donc la deuxième étape, c'est poser la problématique du sujet. Non, je ne suis pas d'accord. Propose autre chose. Oui, monsieur. La première étape, on a la généralité. La deuxième étape, on a l'exception du sujet. Monsieur. La première étape, on a amené le sujet. On définit le concept. Maintenant, là, on pose la problématique. Maintenant, là, on a l'intérêt du sujet. Maintenant, là. Maintenant, là. Non, je ne vais pas essayer de le rappeler. Ok, vas-y. Donc, quand on pose l'intérêt du sujet, on va annoncer maintenant les plans. Eh bien, t'as le couteau. Oui, monsieur, en chemise blanche. Oui, monsieur, de l'autre côté. Pardon? Ça, c'est pas. Monsieur, j'ai énuméré les 3 grandes parties d'une dissertation. Introduction, corps du devoir et conclusion. Maintenant, chacune des parties a également des éléments qu'on voudrait retrouver. Ce n'est pas une dissertation complète qui devra avoir 8 parties. Parce que si on vous pose une question simple de savoir, peut-être sur votre copie, quelles sont les parties d'une dissertation, et puis vous écrivez 8 parties, ça ne passe pas. Non, madame. Pour moi, étant juriste, je veux faire 7 parties. Moi, le 7 là, je ne veux pas. Est-ce que tu proposes qu'on regarde Je crois qu'on ne se comprend pas très bien. l'introduction, le développement et la conclusion? Et dans chaque principale partie, il y a des éléments qu'on retrouve. C'est là dans l'introduction, mais c'est dans l'introduction. Une dernière personne et puis on va clôturer avec les parties d'une introduction. Oui, madame. Les parties d'une introduction, il y a 6 parties. La première partie annonce le sujet, la deuxième partie définition, la troisième partie délimitation, ensuite intérêt, problématique juridique et pas l'enjeu. Je vous écoute, monsieur, de derrière. Merci, madame. Je vais parler de 3 parties, comme vous l'avez dit. Donc, premièrement, on contextualise le sujet. D'où vient le sujet? Et deuxième point, c'est poser le problème. Et ensuite, le plan dans lequel on va Introduction. Au niveau de l'introduction, on veut retrouver la menée du sujet ou l'amorce. C'est-à-dire phrase d'attache pour certains, d'approche pour certains. C'est-à-dire il faut savoir amener le sujet. C'est-à-dire c'est de manière entonnoir. Du général au particulier. Pardon? Pardon? Amener du sujet, je crois que c'est aussi simple pour tout le monde. Pardon?
Pardon? Est-ce que c'est pas amener le sujet qu'on appelle aussi forgement, approche ou une généralité? C'est pareil. Ça dépend du thème que chaque... Selon moi, il y a deux cas. Soit vous l'avez dit là, l'annonce du sujet ou une approche. Amener. Ou aussi, celui qui n'est pas amené le sujet de faire cette approche-là, est-ce qu'il faut apporter le choix de commencer par la définition du thème clé du sujet en évitant c'est au choix. C'est au choix. Mais la meilleure façon de faire, c'est d'amener le sujet du général au particulier. Ensuite, vous clarifiez le thème clé, c'est-à-dire que vous définissez le thème clé. Du concept clé. C'est un seul concept parce que peu importe le sujet qu'on va vous donner, il y a toujours un seul thème, un seul mot-clé. Le moteur du sujet. S'il vous plaît, madame. Pourquoi un seul mot-clé dans un thème? Un thème peut avoir plusieurs mots. Mais il y a un seul mot-clé qui vous permet de résoudre, il y a un seul mot-clé qui vous permet de résoudre la question posée. Qu'est-ce qu'on veut retrouver dans votre devoir? Quelle est la question qui requiert une réponse? Voilà, je vous donne un exemple. Je vous écoute. On dit les acteurs traités, par exemple. L'acteur du traité, c'est quoi le mot-clé? On a d'une part acteur. Ça dépend de la façon dont vous voulez traiter votre sujet. Il y a acteur et il y a traité. Est-ce que ce sont des traités que vous voulez analyser? Est-ce que ce sont les acteurs des traités? Quels sont ceux qui produisent ces traités-là? Par conséquent, le thème traité devient le mot-clé. Alors, même s'il y a plusieurs, vous savez pas de votre priorité. Pas de votre priorité. Par exemple, nous sommes en théorie des relations internationales. Ici, on parle particulièrement de l'État. On va vous donner un sujet où il y aura soit l'État, soit peut-être la morale, ça dépendra. Ou bien, je vais dire quoi? Un thème où il y aura par exemple des facteurs. En dehors des facteurs des relations internationales, nous avons également des déterminants. Maintenant, on se concentre uniquement sur les facteurs. Comme on va parler des facteurs ici, vous deviez définir le thème facteur. Et dans vos devoirs, on veut retrouver les facteurs traditionnels et les nouveaux facteurs ou facteurs actuels. C'est-à-dire, dans chaque sujet, il y a toujours un mot-clé. On ne traite pas les sujets de manière hasardeuse. Comment déterminer ces mots-clés? En lisant vos cours. Dans la compréhension, chacun comprend à sa manière. Chacun aura les différents mots-clés. Comme master. Effectivement, chacun a sa conception, puisque quand un enseignant vous donne son sujet, il estime que vous ne pouvez pas tout savoir, même une même approche, vous ne pouvez pas tout savoir, une même introduction, mais il s'attend à ce que vous ayez quand même des plans qui sont pas certes pareils, mais qui sont cohérents. C'est-à-dire les idées sont pratiquement les mêmes, même si elles sont écrites de manière différente. Oui, monsieur Dufond. Ok, merci. Madame, à ce niveau, ça nous inquiète un peu plus que il y a des sujets où on a 2, 3 fonds.
qui s'accumulent en un seul sujet. Maintenant, si on doit se focaliser, peut-être qu'on fait pris seulement le cas du facteur. Mais maintenant aussi, on a un concept qui concerne l'état quelconque et nous avons un concept qui concerne l'affirmation. Et nous avons encore les facteurs là. Est-ce qu'on peut se focaliser seulement à parler des facteurs du cadre général dans l'évolution en soumettant l'oubli du mot-état et puis du concept d'affirmation? Monsieur, ça va donner quand même 3 ou bien. Monsieur, excusez-moi, je suis pas en train de vous donner le plan d'un sujet. Je suis en train de dire ceci. C'était juste un exemple. C'était un exemple. J'ai dit dans un sujet, il peut y avoir plusieurs mots, puisque pour qu'il y ait un sujet, pour qu'on parle de sujet, il faut qu'il y ait une phrase. C'est quoi? Verbe, complément, c'est-à-dire sujet, verbe, complément, pour que ça forme toute une phrase. Maintenant, il y a un mot-clé. Il y a un seul mot-clé à l'intérieur de chaque sujet qu'on va vous donner. C'est ce mot-clé-là que vous, étudiants, vous devez repérer. C'est pas à moi de vous dire que, bon, ok, c'est tel mot-clé. Non, vous devez le repérer. Quand vous avez fini de repérer, vous savez déjà intérieurement quels sont les éléments qui doivent en ressortir. Parce que vous ne pouvez pas décider par exemple un sujet comme vous avez dit, facteur, le monsieur a parlé, vous avez parlé de quoi? Acteur des traités. Ok, maintenant, si lui décide de parler d'acteur, il sait ce qu'il va mettre dans son grand 1 et grand 2. Un autre étudiant va décider également de parler des traités parce qu'il sait ce que lui veut développer, mais l'enseignant, lui, il sait ce qu'il vous a demandé. Et ce qu'il attend de vous. Du moment où vous avez eu à faire votre cours, il estime que vous êtes assez effectivement outillé pour produire un travail scientifique. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des gens hors sujet. Oui, il y a des gens hors sujet. Puisque si vous ne parvenez pas à identifier le mot-clé, la problématique, ça va pas aller. L'annonce du plan, c'est mort. Du moment où votre introduction ne passe pas, corps du devoir et autres là, ça ne sert plus à rien. Il faudrait comprendre votre sujet. Donc, on a dit au niveau de l'introduction, on a parlé de l'amener. Amorce, chacun d'entre vous a proposé sa façon d'amener le sujet, c'est-à-dire le thème qui est propice. Ensuite, on va à la clarification conceptuelle qui concerne en réalité le mot-clé. Oui, madame, je vous écoute. Le mot-clé peut être un groupe de mots, c'est-à-dire que relation internationale, ça fait 2 mots, non? Ça fait un groupe de mots. Voilà, donc ça passe. Exactement là, je vais en venir après l'accumulation de ces définitions, de ces concepts. On peut dire maintenant des concepts. Des concepts comment? Bon, après la clarification conceptuelle, vous interrogez le problème, que beaucoup appellent la problématique. Ensuite, vous nous faites une annonce de plan. Au niveau de votre annonce du plan, on veut retrouver grand 1, c'est-à-dire grand 1. Pour démontrer que ici ce sera la première partie. Grand 2, pour démontrer que ici ce sera la deuxième partie. Et maintenant, essayez de mettre des connecteurs logiques dans vos rédactions. C'est-à-dire, ça permet d'avoir une fluidité même lorsqu'on vous lit. C'est-à-dire des transitions, des connecteurs logiques. Nous sommes quittés de A à B. Nous sommes quittés de B à C et de C à D. Le travail est mieux structuré ainsi. Est-ce qu'on se comprend? Oui, monsieur. Voilà. Donc, c'est le bien conforme, on a fait 4 parties. L'annonce, ou bien le fait d'amener le sujet, la définition des concepts,
le problème et puis l'annonce du plan. La problématique. La problématique. Parce qu'on veut trouver le point d'interrogation. Vous interrogez. Non, madame, attendez. C'est la même chose. C'est le problème. C'est la même chose. C'est la problématique. Parce que pour moi, la problématique, c'est un ensemble de questions. Par contre, le problème, c'est une question. Donc, précisez. Non, vous avez bien dit pour vous. Justement, voilà pourquoi on interroge le problème qui devient une problématique. Effectivement, oui. On veut voir une problématique bien formulée avec un point d'interrogation. Ensuite, oui, monsieur Dufond. Pardon? Un sujet? Dans l'annonce du plan, on peut avoir un exemple d'un sujet dialectique. Un exemple de quoi? Un exemple de quoi? Donc, je rédige une annonce. Le processus. Nous devons commencer par vous annoncez votre grand 1. Ensuite, vous annoncez votre grand 2. C'est-à-dire que le titre du grand 2 et du grand 1 que vous allez présenter au niveau du développement, on veut les lire au niveau de votre annonce du plan. C'est-à-dire quand vous annoncez, c'est-à-dire on n'a pas besoin de lire votre code du devoir parce qu'on a en réalité les éléments dont on veut retrouver au niveau de l'introduction. Pardon? Je ne vous écoute pas. Un sujet dialectique qui a 3 parties. Par exemple, ici, on ne fait pas des sujets à 3 parties. C'est 2 parties. On parle ici de dissertation juridique. Je crois que quand vous parlez de 3 parties, on se retrouve encore au lycée. Avec thèse, antithèse et synthèse, je crois en philosophie. Et j'ose également croire que nous ne sommes pas ici en première année. Par conséquent, on estime que vous avez quand même la maîtrise d'un certain nombre de choses. Même si elles sont infimes, vous avez quand même la méthodologie. S'il vous plaît. Et que vous avez au moins une base. Madame, s'il vous plaît. Si, il faut qu'on avance. Parce... Pardon? Oui, monsieur Dufond, je vous écoute. Alors, donc, il y a 5 parties ici dans cette introduction. La première partie, c'est amener voilà, le sujet de façon générale au particulier. C'est la première partie. Après, il y a la définition du terme clé ou voilà, du terme clé de la notion clé du sujet. C'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est maintenant poser du problème. Et c'est après déjà le problème posé qu'on fait ressortir la problématique qui montre déjà les différentes parties du sujet. Et enfin, on avance le plan. C'est comme ça, moi j'ai énuméré déjà. S'il y a quelque chose qui n'est pas ça, je pense que je vais vraiment. Quand vous dites que vous interrogez le problème, et puis vous allez encore faire une autre problématique. Ça veut dire que vous avez déjà interrogé un problème.
et faire sortir la problématique. La problématique s'explique, on a déjà les grandes parties de ce que tu vas faire dans le corps du sujet. Non. Posez juste la problématique. Forme interrogative. On va pas prendre tout le monde aussi. Il faudrait qu'on avance. On n'a que 3 jours de cours de TD. Je crois qu'on a fini avec l'introduction. Tout le monde, est-ce que ça va? L'introduction comporte 6 parties. Amener le sujet, définir les concepts, délimitation du sujet, intérêt du sujet, problématique, le problème juridique et puis annonce du corps. Donc, avec les 6 parties-là, et puis avec les 4 parties que vous nous donnez, je n'arrive pas à comprendre à quel moment on doit mettre finalement l'intérêt du sujet, à quel moment on doit délimiter le sujet. La délimitation du sujet, vous pouvez le faire au niveau de la menée. Chacun qui décide de comment il le fait. Le plus important, c'est de retrouver toutes les parties. C'est-à-dire que les parties que je vous ai données sont les... Je veux dire, c'est le noyau même. L'intérêt, il dépend de vous. Si vous voulez le mettre, vous le mettez. Je dis, celui qui veut le mettre, qu'il le met. C'est pour ça que j'ai pris la peine de vous préciser les 4 parties les plus majeures. Maintenant, vous, madame, qui voulez, vous êtes libre de mettre votre intérêt. Du moment où vous avez déjà respecté au moins ces parties-là, et en ajoutant les connecteurs logiques, ça n'a aucun problème. Ça ne servirait à rien de nous produire un intérêt que vous-même, vous ne pouvez pas expliquer, de 1. De 2, de nous faire un travail qui n'a ni queue ni tête, parvient pas à vous cerner. Donc, essayez au moins de respecter ces parties-là. Et lorsque vous mettez votre intérêt, rassurez-vous de mieux l'expliquer pour qu'on vous comprenne. Donc, si vous pouvez mieux expliquer, que par exemple, si je tombe sur une copie, que je comprenne en réalité votre intérêt. Ensuite, on va au corps du devoir. Monsieur, on va avancer. Au niveau du corps du devoir, je crois que, comme on dit, développement. Mais le micro est où? On peut pas l'utiliser. C'est mort, on peut pas l'utiliser. Au niveau du développement, dans votre développement, on veut retrouver 2 grandes parties. Un grand 1 et un grand 2. Le grand 1, il a un grand A, un grand B. Maintenant, je sais que chacun de vous est déjà assez apte à produire des devoirs assez volumineux. Donc, par conséquent, il y en a qui vont se permettre le luxe de présenter petit 1, petit 2. Ça, c'est un danger. Quand tu écris pour vous, madame. C'est pour ça que j'ai pris la peine de préciser. Parce que le même souci qu'on a eu avec l'introduction, je ne voudrais pas qu'on tombe également dans la même polémique au niveau du corps du devoir. Pour éviter que d'aucuns me disent que madame, petit 1 ici, petit 2 là-bas. Donc maintenant, je prends la peine de préciser que pour celui qui se sent apte, assez inspiré de produire un travail digne de ce nom, peut se permettre le luxe de nous présenter un petit 1 et un petit 2. Oh, au cas où, mais il faudrait, parce qu'on ne fait pas un petit 1 en grand A.
En grand B, vous venez nous sortir grand B juste comme ça, vous écrivez. Ou bien vous me présentez petit 1, petit 2, en grand A et en grand B, vous faites un petit 1 et puis vous passez. Si vous n'avez pas assez d'éléments, il est préférable que vous écrivez grand 1 et vous meublez votre travail. Idée, argument, exemple. Ça dépend de vous. Autant d'arguments, autant d'exemples. Autant d'idées. Et surtout, faites des transitions qui permettent d'annoncer le grand A et le grand B. C'est important parce que vous ne pouvez pas nous donner un grand titre. Grand 1, par exemple. Vous nous présentez un titre et puis on chute directement grand A. On va où? Nulle part. On peut retrouver un grand A, un titre. Oui. Pardon? Il y a des documents qu'on lit, automatiquement le doc quitte le A et chute directement. En réalité, ce sont des cas extrêmement rares parce que dans la quasi-totalité des cas, on annonce au moins, c'est important. On transite au moins, on essaye de donner un bref résumé de ce qu'on va dire dans le grand A et le grand B. Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce qu'on peut avancer? Pareil pour le grand 2. Et enfin, on atterrit à la conclusion. Qui nous présente les parties d'une conclusion? Monsieur là-bas, à côté de la dame. Oui. Je vais essayer pour faire une conclusion juridique. Il y a, je peux dire qu'on peut faire en trois parties. La première partie, c'est qu'on répond au problème qu'on a posé dans la conclusion. Le rappel, on appelle ça le rappel. Le deuxième, c'est résumer les différentes parties. Et puis le dernier, c'est bien facultatif, mais c'est important, c'est l'ouverture. Je crois que votre camarade a répondu. Tu vas jamais, Vous méritez quand même. Il faut reprendre pour tes camarades. Apparemment, ils n'ont pas suivi. Donc, pour répondre, il a dit comme ça que pour la première partie, on va directement répondre au problème. La dame avait donné un autre nom pour ça. Le rappel. Voilà, donc vous écrivez le rappel. Ah, d'accord. Volume. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on va résumer les différentes parties du code du devoir. Là, je n'ai pas compris. Donc, le rappel, c'est la réponse à la question. Lorsqu'il parle du rappel, il voudrait vous faire comprendre que de quoi est-ce qu'on parlait à la base. Et maintenant, lorsqu'on a eu une question, quels sont les éléments de réponse qu'on a apportés dans la première et la deuxième partie de manière synthétique? Et ensuite, l'ouverture du débat. C'est ça, la dame a dit. Madame, la deuxième partie. Après le rappel, vous faites un résumé. Oui, madame Moufon. Pardon? C'est le rappel du problème. De quoi il était question?
Il était question ici de parler de quoi? Et ensuite, lorsque vous avez évoqué le rappel, quelles sont les réponses qui en ressortent? Et ensuite, vous nous faites une ouverture de débat. C'est-à-dire, pour parler d'un autre thème qu'on peut également vous donner, c'est comme ça. C'est-à-dire, une autre question. Ça peut être fermé ou bien poser une problématique encore. C'est de manière interrogative. Ça, c'est notre opinion, madame. On peut également affirmer en allant dans le sens. On n'affirme pas. L'ouverture du débat, ça dépend du monde. Mais ça peut être affirmatif. Bon, ok, on va progresser. Théorie des relations internationales. Vous préférez quoi? Que je vous fasse un condensé pour que vous puissiez lire? Parce que je souhaiterais qu'à la fin de cette journée, je vous donne un sujet de réflexion pour que demain, on en discute. Ça va regorger votre chapitre 1, c'est-à-dire une partie du chapitre 1 et votre chapitre 2. Et puis, oui. Pardon? Pardon? C'est ce que vous proposez, madame. Votre cours a 39 pages. Et on n'a que 3 jours. On ne peut pas s'appesantir sur tous ces points-là. On se focalise uniquement sur ce qui est important. En relation internationale, les points importants, c'est d'abord l'État comme acteur central des relations internationales. Ensuite, les nouveaux acteurs. Quels sont les nouveaux acteurs qui viennent en compensation à l'État? Et à la fin, les facteurs. Quels sont les facteurs? Ce sont ces 3 grands éléments qu'on retrouve en théorie des relations internationales et en relations internationales en général. Parce qu'on dit relations internationales, mais il y a sociologie des relations internationales, relations internationales, intro-relations internationales et théorie des relations internationales. Le plus souvent, quand on parle de théorie, on parle des théories propres aux relations internationales. I'm not getting. What are you saying? I'm not getting. Ok, vous voulez qu'on parte en anglais? Bon, ok, déjà ces 3 parties-là, ces 3 grands éléments-là, ce sont eux qui fondent en réalité les relations internationales. On va faire un bref résumé, c'est-à-dire introduction générale, de manière, c'est-à-dire simpliste, pour que vous puissiez comprendre. Au fond, ce qu'on voudrait retrouver, ce qu'on retrouve à l'intérieur. S'il vous plaît. On peut pas utiliser les relations internationales, c'est plus appesanti sur les 3 grandes théories des relations internationales. Donc, le réalisme, le libéralisme et le marxisme. Je parle du marxisme. Ok, quel est le cours du... Je crois que c'est le docteur Tassi qui vous a donné son cours. Oui, madame. Un cours de 39 pages, j'ose croire. Oui, madame. Et je crois que, à moins que on a eu à me remettre le mauvais polycope. Parce que je pense que faudrait qu'on se comprenne d'abord bien avant de pouvoir avancer. Je crois que votre cours est structuré en 3 parties. C'est ça ou c'est pas ça? Premier chapitre, l'État comme acteur central des relations internationales. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Le deuxième, les nouveaux acteurs. C'est ça.
Le troisième, les facteurs. Monsieur, vous parlez de quoi au fond? Parce que les théories dont vous parlez, en réalité, on parle des théories des relations internationales. Il y a des théories des relations internationales, mais lorsque j'ai feuilleté votre cours, je n'ai pas vu des théories des relations internationales. Que ce soit la théorie réaliste, libéraliste, néo-constitutionnaliste, je n'ai rien vu de tel. Madame, il y a eu un... Donc, il faudrait que... Il y a eu un... Et que nous avons pris notre temps à Il n'y a pas de problème. on a nous besoin avec ceux qui parlent, ce sont des personnes qui n'ont pas fait des cours à la première vague. Ils ont juste reçu voilà pourquoi ils se basent pour interagir. Ok, donc vous avez fait, quand vous avez fait quoi avec le prof, il vous a présenté, il vous a fait les théories, il vous a expliqué les théories de manière succincte. Ok. Puisque son polycope lui parle de toute autre chose, ça veut dire qu'en réalité, c'est pas dessus qu'il va pouvoir vous interroger, puisque son polycope que moi j'ai perçu, parce que le cours de relations internationales en général, il y a d'abord les théories. Avant d'avancer, que ce soit sur les acteurs ou les facteurs, il y a d'abord les théories. Mais lui, il n'a pas du tout mentionné de théorie dans son polycope. On peut parler brièvement des théories, ensuite jeter le nom sur ce que nous faisons, sur les trois éléments, et ne pas comme Est-ce que vous ne pas? Ok, apparemment votre camarade me fait comprendre que lors de la première vague, votre enseignant a brossé les théories, parce que en introduction en relations internationales, il faut d'abord passer par les théories. Ensuite, il faut passer par les acteurs. Et ensuite, chuter avec les facteurs. Maintenant, est-ce que vous pouvez un peu nous permettre de parler? Parce que vous interrompez à chaque minute. Je crois que je parle assez fort. Pour faire très simple, demain, on va passer aux théories. C'est-à-dire, on va également les brosser parce que le polycope de votre enseignant ne parle pas de ça. Donc, madame, je vous écoute. Ok. Oui, monsieur. Pardon? Effectivement, c'est pour ça que le cours qui m'a été parvenu ne parle en aucun cas de théorie. Moi également, j'ai été un peu étonnée, mais néanmoins, chacun a sa façon de faire le cours. Votre camarade a soulevé le fait qu'il a eu à effleurer, c'est-à-dire que pour lui, il n'a pas tenu compte de ça. C'est-à-dire effleurer, il a estimé que, bon, c'est pas un truc que vous pouvez noter, peut-être pas pour le moment, parce que je crois que c'est Master 1. 2, ok. Master 2. Ok. Master 1 et 2. Désolé, Master 1 et 2. En Master 2, vous faites les rédactions, c'est-à-dire les mémoires. En Master 1, il a dû peut-être vous donner un polycope qui parlait uniquement des acteurs parce qu'il a pris beaucoup plus en compte les étudiants de Master 1. Parce qu'en Master 2, il faut implémenter ces théories-là. Donc, on va revoir cette théorie-là demain. Je crois que le monsieur Dufond est déjà satisfait. C'est bon? On va passer dans maintenant. Bon. Je ne peux pas vous fournir un document. Même avant de vous remettre les documents, est-ce qu'on a compris d'abord ce qui est devant nous? Ok, introduction générale. C'est-à-dire qu'on va faire un bref résumé. S'il vous plaît, prenez les notes. Madame, allons-y. Allons-y. Les relations internationales, oui, c'est-à-dire au moins ce résumé-là pour vous permettre de comprendre.
D'où on vient et où on va. C'est bon pour tout le monde? Les relations internationales sont une discipline issue de la science politique. Les relations internationales sont une discipline issue de la science politique ayant vu le jour en 1919 en Grande-Bretagne. Ayant vu le jour en 1919 en Grande-Bretagne. Avec pour but noble de favoriser la paix. Avec pour but noble de favoriser la paix. Pour but noble de favoriser la paix, avant de privilégier les objectifs de la connaissance. Avant de privilégier, c'est-à-dire son premier objectif d'abord, c'est la promotion de la paix. Avant de privilégier les objectifs de la connaissance. Ayant pour acteur principal ou traditionnel l'État, ayant pour acteur principal ou traditionnel l'État, qui a été consacré par le traité de Westphalie en 1648. Pour acteur principal, central, traditionnel, ça dépend de chacun de vous. Pardon? Ayant pour acteur traditionnel principal. Ayant pour acteur traditionnel l'État, consacré par le traité de Westphalie en 1648. 48. Au fil des années, elle sera confrontée à des flux transnationaux. Au fil des années, elle sera confrontée aux flux transnationaux internes. Remettant en cause la souveraineté de l'État. Les flux transnationaux. Qui peut nous identifier quelques flux transnationaux? Suivant, monsieur. Pardon? Qui propose autre chose? Oui, monsieur, qui propose autre chose? Pas vous avez dit l'immigration? Immigration ou migration? Migration, c'est-à-dire c'est ça qui regroupe émigration et immigration. D'accord. Tout le monde, ça va? Ça va. Remettant en cause la souveraineté de l'État. Je vous écoute, monsieur. Comment les flux transnationaux influencent la souveraineté de l'État? Déjà, ces flux-là, j'aimerais avoir un peu d'explication sur ces flux-là. Quand on parle de flux transnationaux, et puis on parle de... Je ne sais pas si vous avez encaissé sa réponse, c'est firme. Non, je n'ai pas encaissé sa réponse. Les autres, oui, mais chez lui, non. Comment? Les autres, oui, les autres réponses.
qui ont été proposés, oui, mais chez lui, non. Donc, les réseaux sociaux, par exemple, Oui. c'est un flux transnational. Oui. Oui, je veux comprendre comment c'est un flux transnational, comment il influence la souveraineté des États. Lorsqu'on parle des réseaux sociaux comme étant un flux transnational, c'est dans le cadre où, lorsque vous vous connectez, il y a des informations qui ne sont pas forcément vraies, qui ne sont même pas vraies, qui sont souvent véhiculées, qui parfois incitent la population. Je vais prendre un exemple un peu simple. Lors des élections antérieures, il y a des résultats qui ont été propagés sur le net qui estimaient que le président n'avait pas gagné les élections. Et il y avait également, je vais dire quoi, dans des pages où on incitait les jeunes à sortir, à revendiquer. C'est-à-dire que ça vient déjà à un moment donné être un impact négatif pour la souveraineté de l'État. C'est-à-dire parce que ça vient causer les guerres, les conflits. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire la mauvaise information véhiculée. L'incitation. Ça, je comprends. Mais en fait, mon problème, c'est encore au niveau de l'expression transnationale. À la base, quand on parle de transnational, au-delà des frontières, effectivement. Quand on parle de flux transnational, ça devrait plutôt aller au-delà de la nation. Ou ça devrait venir dehors de la nation. Effectivement, quand on parle de flux transnationaux, au-delà des frontières, c'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, on a deux frontières. Par exemple, je vais prendre le cas de Boko Haram. Boko Haram n'agit pas seulement au Cameroun, ils sont au niveau de la frontière entre deux pays. Ce sont des attaques. C'est pour ça que le monsieur a parlé de terrorisme. Ce sont des attaques qui s'effectuent entre deux frontières, qui se font entre deux frontières, deux pays frontaliers. Bon, d'accord. Donc, le terrorisme, il passe un peu plus. Les réseaux sociaux, là, c'est lui-même mon problème. Parce que les réseaux sociaux, on veut dire quoi? On parle de ça dans le sens de la mondialisation, c'est-à-dire que c'est venu avec tout ce qui va avec. Vous n'avez pas besoin d'être aux États-Unis pour savoir ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Vous n'avez pas besoin d'être en France pour savoir ce qui se passe là-bas. Vous n'avez pas besoin d'être dans votre pays. Je ne sais pas si vous êtes Camerounais. Pour savoir. Ok, vous n'avez pas besoin d'être en Côte d'Ivoire pour savoir ce qui se passe dans votre pays. Effectivement, donc ça va au-delà des frontières. Oui, monsieur Dufort. Merci, docteur. Je veux pouvoir tenter d'apporter une explication au fait que les réseaux sociaux ici pour plus transnationaux. Comme les Ivoiriens, je veux pouvoir prendre un exemple qui peut comprendre mieux. D'accord. Je prends l'exemple de qui est en Finlande, qui n'est pas en Côte d'Ivoire, mais qui agit fortement sur les sociopolitiques en Côte d'Ivoire. Si je suis en Côte d'Ivoire, il ne peut plus agir, ça on le sait. Donc c'est pourquoi depuis la Finlande, il agit sur la santé de Côte d'Ivoire. Par les réseaux sociaux, il agit le plus fort. Bien évidemment. Oui, monsieur. Oui. Ça, tu as affirmé que tu as affirmé. On peut progresser. Ces multiples crises, c'est-à-dire, quand on parle de multiples crises, on parle de ces flux transnationaux. Ces multiples crises vont ouvrir la scène à des catégories nouvelles d'acteurs. Ces multiples crises vont ouvrir la scène à des catégories nouvelles d'acteurs. Redonnant une santé de fer
redonnant une santé de fer aux acteurs autrefois muselés par l'hyperpuissance. Redonnant une santé de fer aux acteurs autrefois muselés par l'hyperpuissance étatique. Par l'hyperpuissance étatique, ainsi que sur la scène internationale. Dans ces conditions, la mondialisation a permis une transfiguration des acteurs non étatiques. Dans ces conditions, la mondialisation a permis une transfiguration des acteurs non étatiques entrant en concurrence ou en complémentarité. Entrant en concurrence ou en complémentarité avec les États. Une transfiguration des acteurs non étatiques. Qui peut nous donner un exemple d'acteurs non étatiques? Les ONG. Les OI. Donc, il y en a qui viennent en concurrence ou en complémentarité, c'est-à-dire à venir assister les États. Je crois que c'est bon pour tout le monde. C'est bon. Pardon? Je ne vous écoute pas, madame. Ah, ok. Donc ici, en gros, on veut vous donner l'origine d'abord de l'État. Comment est-ce que l'État est né? À partir du traité de Westphalie. C'est-à-dire, on sait que l'État est constitué territoire, population. Ce sont ces éléments-là qui ont fait en sorte que le traité de Westphalie considère, c'est-à-dire décide de prendre tous ces éléments comme un État, parce que ce sont ces éléments-là qui constituent un État. Et ça, c'est depuis 1640. Oui, monsieur. Non, monsieur, ça va, vous avez la parole. En fait, je voulais savoir, est-ce que dans le traité de Westphalie, on fait aussi le fait qu'on définit aussi la notion, puisque le traité de Westphalie, on parle d'un État, est-ce qu'on définit la notion de nation et puis Comme vous dites, comme on dit habituellement, État-nation. C'est ça? nation et puis voilà, donc, si vous pouvez nous préciser la nation, s'il y a des démarcations à faire. Voilà, on est un peu perdu. Pardon? Bon, on va passer au chapitre 1. Le chapitre 1 parle de l'État comme acteur central des relations internationales. C'est ça, non? Donc, en réalité, au niveau de l'introduction, vous devez comprendre que ça va du général au particulier. L'adoption de l'État. Quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il étudie? Après ce qu'il étudie, qu'est-ce qui vient remettre en cause sa souveraineté? Ce sont des flux transnationaux. Lorsque ces flux transnationaux sont constatés,
on retrouve en ce moment la naissance de nouveaux acteurs qui viennent essayer de pallier à ces problèmes-là. D'où certains viennent en compensation, c'est-à-dire, et d'autres viennent pour un objectif personnel. C'est-à-dire, d'autres viennent pour accompagner les États et d'autres viennent pour la gestion de leurs intérêts personnels. C'est pour ça qu'il a parlé, votre enseignant a parlé des autres acteurs. C'est-à-dire, en ce moment-là, on ne considère plus l'État seul comme acteur essentiel des relations internationales. Parce qu'il vient maintenant être assisté. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, je crois que votre enseignant au niveau de l'État comme acteur central des relations internationales, il parle de l'histoire des relations internationales, de l'État. Je crois qu'il parle là à l'intérieur de la guerre des 30 ans, il parle du traité de Westphalie. Le traité de Westphalie qui fait ressortir la naissance de l'État, ayant déjà tous ses constituants. Il fait également ressortir le fondement et la définition. Quels sont les auteurs qui ont défini l'État? Ensuite, en dehors de ça, il parle également des autres acteurs des relations internationales. Quels sont les autres acteurs? Qui peut me donner un exemple d'autres acteurs de relations internationales? Et qu'est-ce qu'ils font pour assister certains États? Je crois que vous venez tous de divers horizons et chacun d'entre vous a une idée sur le plan international, que ce soit avec les organisations ou avec les États, en collaboration, dans la résolution d'un problème, d'un flux transnational, que ce soit au niveau migratoire, que ce soit au niveau des flux médiatiques. J'aimerais que un étudiant nous parle un peu de ça, c'est-à-dire il présente une organisation internationale et ce que l'organisation internationale a fait pour venir en aide à son État. Qui peut? Parce qu'il faut savoir que au sein d'un État, en dehors de l'État même qui est acteur central, il est également assisté par les OIG, sociétés civiles et autres. Avant que ces organisations, ces autres acteurs ne viennent, il est d'abord assisté par des sociétés civiles et des organisations intergouvernementales, bref, tout ce qui est créé en interne. Maintenant, ces organisations internationales, ces autres acteurs, comme on dit habituellement les ONG, ils sortent d'ailleurs pour venir tenir main forte à l'État à travers ces OIG. Ça peut être à travers le financement, parce qu'il y a des organisations internationales, par exemple dans certains pays, qui n'ont pas assez de finances pour la réalisation de certains projets. Mais également, passe également par le corps administratif, c'est-à-dire à travers les ministères. Que ce soit ça peut être le MINDEF, ça peut être le MINGEC. Le MINGEC, c'est beaucoup plus pour la jeunesse, c'est beaucoup plus aussi pour les voyages illégaux et le ministère des Relations internationales. Donc, je ne sais pas, si un étudiant, c'est-à-dire l'un d'entre vous, peut avoir une idée de ce qu'une organisation internationale a déjà eu à faire. C'est-à-dire pour aider son pays. Oui, monsieur, on vous écoute. Je vais me lancer à l'eau. Je veux parler de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, au moment de la crise de Covid-19. Et il s'est investi car d'abord en décrétant les mesures de protection, les états d'urgence, en finançant les États, en dotant les États de vaccins pour pouvoir lutter contre les maladies. La maladie.
Ok, voilà un exemple. Lorsque vous rédigez par exemple vos travaux de dissertation, on a parlé d'idées, arguments, exemples. Ce sont ces exemples-là qu'on veut retrouver le plus souvent. Si vous avez plus d'informations, vous pouviez spécifier les années. Parce que quand moi je fais des travaux, je spécifie les années. Vous pouvez spécifier, bon, en telle année, l'OMS a fait ceci dans tel pays et les résultats ont été ceci. Maintenant, vous pouvez également parler de l'OMS qui vient apporter son aide aux OIG des États internes. Parce que, bon, vous allez m'excuser, moi j'ai travaillé sur les questions migratoires, donc j'ai toujours un penchant sur la migration. On a l'OIM qui assiste énormément les sociétés civiles du Cameroun dans la lutte contre le phénomène migratoire. Parallèlement, ils le font également avec les ministères. Minijec, ils ont on appelle ça soit parfois ils font des colloques, des conférences et parfois ils vont sur le terrain faire des sensibilisations. Donc l'OIM sponsorise les projets parce que parfois l'État camerounais ne parvient pas à sponsoriser certains projets qui relèvent des questions migratoires. Donc l'OIM les assiste dans ce sens-là. Ça peut être avec le matériel. Ça peut être à travers des politiques de sensibilisation. Ça peut être à travers la politique de réinsertion socio-professionnelle des migrants de retour. C'est-à-dire comment est-ce qu'on doit les intégrer quand ils rentrent chez eux et quel en est le résultat à la fin, c'est-à-dire aux sorties. Est-ce que après ce que le migrant a eu à apprendre dans le centre de réfugiés où il est rentré au Cameroun, est-ce qu'il a pu sortir de là avec un travail, un métier? Parce que le plus souvent, tous ceux qui migrent, c'est parce que ça ne va pas. Comme on dit souvent en français courant. C'est parce qu'ils ont besoin d'améliorer leurs conditions de vie. En oubliant que même de l'autre côté, c'est pas toujours rose. Du moment où vous allez illégalement, vous ne pouvez pas facilement trouver un travail, il vous faut avoir des papiers. Il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsqu'on les retrouve assez nombreux dans les rues, on les rapatrie. Maintenant, il y a un problème au niveau du rapatriement. Votre professeur en a fait part dans, je crois, le dernier chapitre. Le dernier ou le deuxième. Il parle du fait que lorsqu'on rapatrie maintenant, on ne cherche plus à savoir est-ce que vous êtes Camerounais, est-ce que vous êtes Congolais. Si on décide de vous rapatrier tous au Cameroun, on vous envoie tous au Cameroun. Comme on a fait avec les Équato-Guinéens et les Gabonais du Nord-Est. On les a renvoyés au Cameroun. Et en réalité, c'est un véritable problème parce que ce n'est pas censé être fait ainsi. C'est-à-dire, lorsqu'on vous retrouve dans un pays ailleurs, on est censé vous rapatrier dans votre pays d'origine. Donc, en réalité, c'est à ça que ces ONG-là, c'est-à-dire restructurer, faire part aux pays de destination, c'est-à-dire les pays de destination qui renvoient les migrants dans leur pays d'origine. Que non, il faut essayer de revoir. Ce n'est pas leur pays d'origine. Nous pensons que si vous voulez les rapatrier, nous prenons également sur nous. C'est-à-dire, parfois, ça peut être le billet d'avion, ça peut être, je vais dire quoi, le financement des projets, parce qu'il y en a qui ont versé peut-être des 50, 60, 70 000. Dès qu'ils rentrent chez eux, on se rassure, parce qu'il y a des centres de réinsertion. Est-ce qu'on se comprend?
Donc ici, à un moment donné, l'État ne devient plus le seul acteur des relations internationales. Ça va pour tout le monde. J'étais en train de dire ceci, votre chapitre 1, je crois que c'est l'historique de l'État, c'est ça? On a donc fait un petit résumé là-dessus. Où est-ce que l'État est né? Pardon, quel est le traité qui donne au territoire une souveraineté, c'est-à-dire un gouvernement, une population? Le terme État, c'est le traité de Westphalie en 1648. Progressivement, on a vu l'objectif. Quel était l'objectif des relations internationales? L'étude de la paix. Ensuite, nous sommes passés au flux, c'est-à-dire ce qui vient remettre en cause sa souveraineté. On a parlé des flux transnationaux. Vous avez énuméré autant que vous êtes une plénitude. Après ces flux transnationaux-là, quels sont ceux qui viennent les corriger? Les ONG. Vous voyez qu'en quelques mots, on a même déjà fini le cours, non? Il a achevé, non? Monsieur, est-ce que le cours n'est pas achevé? Madame, si. Maintenant, je vais vous remettre un sujet qui va également vous permettre de réviser en profondeur parce qu'on va le corriger demain. Ce sera, chacun aura la latitude. Je vais choisir 3-4 personnes qui vont nous lire leur introduction. Désolé, qui vont nous lire leur introduction? Ce sera au choix. Celui qui va vouloir, c'est-à-dire celui qui va vouloir travailler pour qu'on corrige. Ensuite, il y aura, c'est-à-dire, je ne vais pas vouloir que vous commencez à lire tout votre corps du devoir. Idées, arguments, exemples. Quels sont les exemples? Parce qu'en réalité, en relation internationale, ce qui importe, c'est l'exemple. Qu'est-ce que vous avez dit dans votre idée? L'exemple là, palpable là, c'est lequel? Comment cela s'est matérialisé? Quelles sont les ONG qui ont eu à faire ci, qui ont eu à faire ça? Peu importe le domaine, ça peut être dans le domaine sanitaire, sécuritaire, ça dépendra de chacun d'entre vous. Et enfin, un étudiant va nous lire sa conclusion. Ça, ce sera le travail de demain. Et le dernier jour, on fera les facteurs. Parce que j'ose croire qu'on a déjà touché l'ensemble des acteurs ainsi que l'historique. Parce que ce n'est pas volumineux. Cet historique vous permettra juste de faire la menée de votre sujet. C'est en réalité pour ça qu'il vous a donné ça. Il a certes beaucoup dit, mais est-ce que vous avez l'esprit de synthèse pour le synthétiser en 3 lignes? C'est-à-dire de manière générale avant de chuter à la définition. C'est important. Est-ce que quelqu'un a un souci au niveau des acteurs? Je crois que j'ai brossé le cours, c'est-à-dire j'ai brossé parallèlement 2 chapitres. Pour ceux qui ont suivi, parce que vous êtes tous assez grands, on ne va pas commencer à aller on va pas aller en motage. On vous donne juste les grandes idées. Maintenant, vous cherchez à développer. Madame? Vous avez parlé... Oui, monsieur. Excusez-moi. En fait, en planifiant, vous avez omis de parler des théories. On peut faire un récapitulatif. Bon, demain, on fera les théories. Demain également, on va passer sur les théories, particulièrement pour les M2. Il y a beaucoup d'étudiants d'M2 ici. Vous êtes assez nombreux.
Nous sommes mélangés. Donc, quand on n'a pas d'effectif, nous sommes mélangés jusqu'à. Pardon? Ah, ok, jusqu'à la fin. Quand vous allez devoir soutenir, c'est ça? Ou bien quand il va falloir rédiger? Il y aura des examens on ne va pas faire. Ah, ok, donc vous êtes en tronc commun. Mais chacun de vous sait si je suis en